Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'impôt sur les sociétés, sur ce nouvel impôt maintenant en place aux Émirats Arabes Unis, notamment donc à Dubaï également. Et je vais rapidement me présenter en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas Maj et qui ne me connaissent pas personnellement. Je m'appelle Maxime Gauthier, je suis directeur général de ce cabinet de conseil qui s'appelle Maj, qui est aujourd'hui référence dans la création de sociétés à Dubaï, mais pas que, dans la bonne gestion administrative de ces sociétés par la comptabilité, mais également dans l'optimisation fiscale de ces structures. Je vais en tout cas très vite passer au sommaire pour vous présenter ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo. Nous avons donc divisé cette conférence en 6 parties distinctes. Par ailleurs, elles seront postées donc de façon dissociée sur YouTube également. Vous allez donc dans un premier temps, dans le premier chapitre, découvrir les informations essentielles à connaître sur l'arrivée de cette taxe. Vous êtes aujourd'hui dirigeant d'une société, en tout cas propriétaire d'une entité professionnelle ou commerciale aux Émirats Arabes Unis, et nous avons condensé ces informations primordiales, celles que vous devez absolument avoir en votre possession, avec cette arrivée de la taxe sur les sociétés. Le second chapitre, vous allez pouvoir assister comme si vous y étiez à une conférence qui a été organisée dans une des plus grandes entités juridiques locales, IFSA, qui est une free zone. Nous avons été appelés pour pouvoir interpréter la loi, l'arrivée de cette taxe sur les sociétés, et pour pouvoir parler notamment de la notion du Qualifying Free Zone Person. C'est-à-dire que la notion de savoir si une free zone serait taxée ou non restait en suspens. Maj a été en tout cas appelé en tant qu'expert pour pouvoir l'interpréter et pour pouvoir éduquer une audience d'entrepreneurs, mais pas uniquement, surtout de professionnels aux Émirats Arabes Unis, avec qui nous avons donc partagé nos connaissances. Vous allez pouvoir obtenir ces compétences et comprendre très rapidement si votre société est assujettie à une taxe ou pas. Dans un troisième chapitre, une fois que vous allez savoir si votre société, qui peut potentiellement être enregistrée en free zone, est taxée ou non, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est de savoir quel serait le montant de votre taxe. Et par ce chapitre, nous allons pouvoir, de façon exceptionnelle, vous faire découvrir un outil qui est logiquement réservé aux membres de Maj, avec lequel ils ont la possibilité de calculer le montant de la taxe sur les sociétés qu'ils vont potentiellement avoir avant, potentielle réduction et exonération. Nous allons également, de par une analyse de leur situation en direct par ces logiciels, pouvoir trouver des schémas d'optimisation avec notre équipe et vous en faire profiter. En 4, nous avons pensé nécessaire quelques minutes de parler géopolitique, mais notamment des raisons de la mise en place de l'impôt aux Émirats Arabes Unis. En effet, aujourd'hui, cette décision, ce move en anglais, d'imposer les sociétés aux Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être abordé de façon un petit peu plus globale, au-delà de l'aspect taxation, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui peut également être fait dans l'avenir, et notamment cette pression internationale qui a aujourd'hui effet sur les Émirats Arabes Unis par diverses institutions régies, par d'autres entités gouvernementales. Je pense que ce sera très intéressant pour vous, en tout cas, d'avoir quelques minutes, de pouvoir aborder ces notions-là. Nous aurons ce 5e chapitre qui sera dédié de façon logique aux nouvelles obligations de votre société. Qu'elles soient enregistrées en mainland, en free zone, que vous soyez freelance, vous allez avoir de façon obligatoire de nouvelles obligations administratives pour votre structure. Et il en va de les connaître pour pouvoir les respecter, être en anglais compliance, c'est-à-dire de pouvoir s'assurer de, remplir vos obligations administratives. Et voilà. Enfin, nous vous ferons découvrir ce que nous avons créé, en tout cas, pour répondre à ces obligations, ce que nous offrons aujourd'hui aux membres de Maj. Petit aparté, c'est plus de 500 entrepreneurs aujourd'hui qui sont, managés par notre équipe et qui profitent de notre expertise, de notre expérience, et cela notamment dans cette nouvelle ère fiscale, puisque nous leur offrons des outils d'encaissement uniques, de comptabilité également optimisés pour réduire considérablement leur temps investi dans ces démarches-là. Comme tout entrepreneur, l'objectif étant d'optimiser notre temps, notre argent. C'est ce que fait Maj en répondant du mieux
en tout cas en s'adaptant aux besoins de nos entrepreneurs de renom et autres. Et vous allez pouvoir en exclusivité également par cette vidéo découvrir ces outils et potentiellement pour certains d'entre vous qui auraient créé leur société avec une autre structure, une autre agence que Mage, eh bien c'est aussi une occasion pour vous parce que pour beaucoup vous avez eu peut-être des difficultés et vous aimeriez aujourd'hui être accompagné par d'autres personnes. Eh bien, c'est peut-être l'occasion en tout cas de nous rejoindre au-delà même d'un service administratif, de rejoindre une communauté d'entrepreneurs aujourd'hui et ce MBC Mush Business Club. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et en abordant ce premier chapitre, la nouvelle taxe et les informations essentielles à connaître. Alors, tout d'abord, cette loi, elle se base bien sûr des textes juridiques, sur une base juridique. Ça a été publié, en tout cas, voilà, une première consultation publique a eu lieu donc au printemps 2022. Ce qu'il faudra retenir principalement, au-delà du fait que durant toute cette conférence, nous allons toujours vous parler avec les informations que nous tirons proviennent de la loi. Nous ne pouvons faire que ça. Il faudra retenir également qu'il y a peut-être, nous sommes sujets à des publications ultérieures, à des mises à jour. Donc, il faudra toujours prendre des pincettes si vous regardez cette vidéo en 2024. Ce qui est important à savoir, c'est que ce nouveau régime de l'impôt sur les sociétés, il est réellement entré en vigueur pour toutes les sociétés, en tout cas, qui ont un exercice financier qui commence, en tout cas, à partir du 1er juin 2023 ou après. Alors, tout d'abord, pour certaines personnes, déjà, cette imposition sur les sociétés est nouvelle. On vous rappellera rapidement qu'elle va s'appliquer sur le bénéfice des sociétés. Et donc, il faut-il déjà que votre société puisse générer de l'argent, mais au-delà même de générer un chiffre d'affaires, on parle bien donc d'une imposition qui est sur le bénéfice de votre société, sur du bénéfice net. Alors, l'impôt s'applique, on l'a dit, aux sociétés, ce qu'on appelle donc des personnes morales constituées aux Émirats arabes unis, mais pas que, en tout cas, également à ces personnes morales qui sont effectivement gérées, contrôlées dans les Émirats arabes unis, mais aussi donc à ces personnes morales étrangères qui ont un établissement permanent dans les Émirats arabes unis. Donc ça, c'est important également à noter, c'est que, vu que nous sommes maintenant dans une ère taxable, une société même étrangère, en tout cas qui serait contrôlée et gérée depuis les Émirats arabes unis, serait assujettie à cet impôt sur les sociétés. On arrive dans ce qui est très important parce qu'on vient d'annoncer donc cette ère taxable à partir du 1er juin 2023. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est de savoir à partir de quand votre société va être taxée. Et cela dépend de votre exercice financier. Alors la petite anecdote, c'est quelque chose qui peut en tout cas choquer certaines personnes, mais c'est une réalité. C'est que de nombreux dirigeants ne connaissent même pas la période de leur exercice financier. Et pour une minorité, le concept même d'exercice financier, c'est quelque chose de totalement nouveau aux Émirats arabes unis. Et ça, en effet, une société n'avait peut-être même pas réellement de raison de connaître son exercice financier. En effet, un grand nombre d'entrepreneurs ont profité du fait qu'ils pouvaient parfaitement gérer leurs activités sans avoir d'obligation à tenir des comptes et ne tenaient même pas de comptabilité. Donc, ils n'avaient pas d'état financier. Ils ne tenaient pas d'état financier. Et cela s'explique parce qu'ils n'avaient pas d'obligation de dépôt d'état financier et autres. Alors, ils avaient pour certains une activité purement offshore. Ils n'avaient même pas d'obligation à s'enregistrer à la VAT locale, parce qu'ils n'avaient pas de revenus taxables. Donc, ils ne s'enregistraient même pas auprès de la FTA pour payer donc leur TVA locale de 5%. En tout cas, là où ils se retrouvaient en tout cas bloqués pour certains, c'était au moment de clôturer leur société, de la dissoudre, puisque pour la dissoudre, vous êtes obligé de présenter des états financiers certifiés par un expert comptable commissaire aux comptes, en fait, une personne qui va pouvoir s'assurer que votre société n'est pas endettée, par exemple. Et ces états financiers certifiés vont vous permettre de clôturer votre société auprès des institutions légales locales. Et en tout cas, voilà, certaines personnes se retrouvaient à devoir créer une comptabilité en vitesse pour pouvoir fermer leur société. Donc là, en tout cas, c'est plus le cas. Vous allez devoir connaître votre exercice financier. Et la question qui se pose, c'est comment connaître son exercice financier. Alors, la date de début de son premier exercice financier, par définition, c'est la date d'incorporation de votre société.
Donc, il est fixé que ce premier exercice ne peut dépasser 18 mois et dès le début de l'année civile suivante, eh bien, votre exercice doit naturellement se fixer au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Cette information, elle est par ailleurs rédigée sur l'article of Association de votre société, document qu'on appelle AOA, à l'article 38, pour ceux qui sont enregistrés, par exemple, à ISA. Donc, vous avez un Memorandum of Association, MY, vous avez également un AOA, et dans ce document, vous allez retrouver exactement ces informations que je suis en train de vous donner. Alors, il y a quelques exceptions, notamment pour les sociétés enregistrées à Dubai World Trade Center, DWTC. Ils ne suivent pas la même approche. Ils suivent une façon, donc, ils ne suivent pas, on va dire, une manière naturelle, une année civile, et l'exercice est au départ fixé sur 12 mois à compter de la date d'incorporation. À titre d'exemple, si votre société, donc DWTC, est enregistrée en mai 2020, votre exercice court jusqu'en avril 2021, puis de mai 2021 à avril 2022. Et ça, c'est visible également sur votre MOA, AOA, donc Memorandum of Association ou Articles of Associations, à la 3e ou à la 4e page. Je vous laisse vérifier de votre côté. Alors, comme le régime de l'impôt sur les sociétés fonctionnera sur une base d'année civile, pour rappel, l'année civile, c'est du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, il serait logique pour la plupart des entreprises d'adopter également une année financière civile. Cela veut dire que l'intégralité des exercices financiers fixés par les sociétés, ils devraient être, encore une fois, je me répète, du 1er janvier au 31 décembre. Si votre société a donc été créée cette année au mois de mai, votre exercice financier se terminera le 31 décembre 2023. Votre société débutera donc un nouvel exercice basé sur une année pleine civile du 1er janvier au 31 décembre 2024. Maintenant que vous connaissez votre année financière, fiscale, quand est-ce que cette taxe s'appliquera pour votre société de façon concrète? Alors, même si cet impôt est bien en place depuis ce 1er juin, les taxes ne s'appliqueront que pour votre première année civile financière qui débutera après le 1er juin. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà une société, votre première année taxable débutera le 1er janvier 2024 et se terminera donc le 31 décembre 2024. Les taxes s'appliqueront uniquement à compter du 1er janvier 2024 et la période pour déclarer vos résultats financiers s'étendra du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 septembre 2025. C'est-à-dire, vous allez avoir 9 mois suivant la fin de la période fiscale concernée. Donc, premier exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre 2024. Suite à cet exercice fiscal, vous allez avoir 9 mois pour déclarer vos revenus et payer votre impôt sur les sociétés. Attention tout de même, si vous avez créé votre société durant le mois de juin 2023, c'est une spécificité, la fin de votre première période fiscale est le 31 décembre 2023. En effet, vous ne pourriez pas avoir un exercice de plus de 18 mois, c'est le maximum, et en tout cas qui s'étendrait jusqu'à la fin 2024. Vous allez donc devoir déclarer vos revenus une année plus tôt, avant la date du 30 septembre 2024. Une petite exception pour ceux qui ont créé leur société en juin 2023. Si ces notions, encore une fois, vous semblent un peu floues, vous avez donc une équipe de professionnels, Mage, d'autres, peut-être un autre cabinet. N'hésitez pas à vous entourer pour en tout cas être certain de faire les bonnes vos déclarations au bon moment. Voilà. Donc, nous verrons ensemble les démarches que vous devez tout de même effectuer avant cette étape donc de déclaration de revenus pour être en parfaite conformité. Voilà, et ça, ce sera donc dans le chapitre 5 de cette conférence. Retenons que pour la majorité donc d'entre vous, vos opérations commerciales ne sont donc pas taxables jusqu'au 1er janvier 2024. Cela veut également dire que c'est le moment idéal pour structurer ou de restructurer votre société afin de s'assurer de l'optimiser en vue de l'application de la taxe que vous puissiez en tout cas
payer le moins d'impôts sur les sociétés possible, tout en respectant bien évidemment les lois en vigueur. C'est ce que, en tout cas, nous faisons à travers Maj, c'est notre spécialité. Et je vous invite encore une fois à la fin de cette conférence, si besoin est, à calculer vos taxes et à profiter de nos schémas d'optimisation. Alors, je vais passer donc sur le prochain volet avec le champ d'application. Le premier champ d'application, il faut savoir que cette taxe elle va s'appliquer donc aux personnes imposables résidentes. Les personnes morales constituées sous forme de sociétés établies ou reconnues aux Émirats arabes unis, donc y compris dans les zones franches, c'est ce que je vous disais auparavant, mais elle concerne toutes les sociétés, même les zones franches. Elle concerne également les personnes morales constituées sous forme de sociétés établies ou reconnues en dehors des Émirats arabes unis, mais qui sont effectivement gérées et contrôlées depuis ce pays. On en a parlé il y a quelques volets maintenant. Et enfin, les personnes physiques qui exploitent un business ou exercent une activité commerciale aux Émirats arabes unis. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Elle s'applique également aux personnes non résidentes. Donc, une personne non résidente qui dispose d'un établissement stable aux Émirats arabes unis, va devoir payer des impôts aux Émirats arabes unis. Et elle perçoit des revenus provenant de ce pays ou si elle présente un lien avec ce dernier, nexus, les règles exactes sur la nature du lien doivent encore être précisées par une décision ministérielle. C'est-à-dire qu'on attend plus de précision, mais ce qu'il faudra retenir sur ce volet-là, c'est qu'un établissement stable, même en étant non résident, fera de vous une personne taxable aux yeux des Émirats arabes unis. Enfin, et c'est pour ça que je voulais garder donc ce volet dédié pour en parler, ça peut concerner également des personnes physiques, parce que pour certains types d'activités commerciales, les personnes physiques peuvent constituer une entreprise individuelle ou une société civile. On parle aux Émirats arabes unis de sole proprietorship. Pour nombre d'entre vous, vous avez ce statut auprès de la DED, du département économique de Dubaï, où vous avez pour certains un agent d'ailleurs émirati et société civile, donc un petit peu comme si vous étiez un avocat, un médecin. Vous êtes d'ailleurs une autre structure qu'une LLC qui vous protège un petit peu plus légalement. Vous êtes engagé à titre personnel, en tant que personne physique en tout cas. Et donc, au sein de l'impôt sur le revenu, ces entités seront traitées comme là où les personnes physiques qui les possèdent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être taxé également de façon logique. Vous avez une activité commerciale ou professionnelle. Et même si vous êtes sur une entité qui n'est pas une LLC, vous allez devoir en tout cas payer cette taxe sur les sociétés. Voilà. Ce qu'il faudra savoir également, c'est que les revenus tirés par un particulier, donc de l'investissement dans des biens des Émirats arabes unis, à titre personnel, ils seront généralement pas soumis à l'impôt sur le revenu des Émirats arabes unis. Donc ça, c'est bien pour les investissements donc dans l'immobilier. C'est quelque chose qui est exclu pour le moment. On reviendra dessus. Enfin, les particuliers émiriens et étrangers ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des Émirats arabes unis sur les dividendes, les plus-values et autres revenus provenant de la détention d'actions ou d'autres titres à titre personnel. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Il y a un impôt sur les sociétés aujourd'hui, mais les dividendes, les plus-values et autres revenus, en tout cas provenant de détention d'actions, ne seront pas taxés à titre personnel. Alors, le taux d'imposition applicable. De façon générale, ce qu'il faudra savoir, c'est que le taux d'imposition, donc, il est de 0% jusqu'à 375 000 dirhams. Conversion en dollars, à peu près 100 000 dollars. En euros, vous êtes à peu près à 95 000 euros. Et de 9% sur le revenu imposable au-dessus. Donc déjà, on a cette tendance à penser 9% d'impôt sur les sociétés. Pour certains qui ont déjà entendu ce montant, il est partiellement réduit, puisque en fait, ce montant de 9% s'applique au-dessus seulement de 375 000 de revenus imposables, donc de vos bénéfices. Donc, il faut déjà faire 375 000 dirhams de bénéfices, et au-dessus seulement, vous allez être taxé. Ensuite, les personnes qualifiées en tant que zone franche de qualifying free zone person, je vous en ai parlé pendant ce sommaire, cette notion que nous allons aborder dans le deuxième chapitre, qui en tout cas, tout le monde avait une grande attente par rapport au fait que l'État allait définir ce qu'il entendait par qualifying free zone person et s'ils allaient les taxer ou pas. Et bien, ce qu'il faudra redire, c'est qu'il y aura 0% sur le revenu qualifiant, donc un revenu admissible,
et 9% taxés sur les revenus imposables. Enfin, pour beaucoup de personnes, vous entendez aujourd'hui ces notions de revenus, on va dire, de taxation mondiale sur le revenu ou autre. On n'est pas encore. Ce qui est important, c'est de vous expliquer en tout cas ce qu'il en est aujourd'hui. Les multinationales qui relèvent donc du pilier 2, c'est-à-dire donc des recettes mondiales consolidées qui dépassent 750 millions d'euros, seront en principe soumises à des taux différents, conformément donc aux règles de l'OCDE, en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition. Donc là, on parle effectivement d'un revenu commun de 15%, et ça, vous l'avez compris, c'est pour éviter qu'une société, donc une grosse multinationale, ces GAFAOT puissent transférer des bénéfices, profiter de paradis fiscaux. Ça va être en tout cas dans cette optique de protéger ça. Ça ne concerne pas aujourd'hui l'impôt sur le revenu, en tout cas pas vos sociétés, vous qui regardez aujourd'hui cette conférence. Alors ensuite, nous allons aborder les revenus exonérés. Les revenus suivants et les dépenses y afférentes ne sont pas pris en compte pour déterminer le revenu imposable. Des dividendes et autres distributions de bénéfices reçus de personnes morales constituées en société ou résidentes aux Émirats arabes unis. Les dividendes internes sont donc exonérés sans aucune condition. Les dividendes, vous l'avez compris, ils sont exonérés, puisqu'on a cité il y a quelques instants, c'est avec un revenu donc personnel, une personne va se sortir des dividendes, ces dividendes seront exonérés. Les dividendes et autres distributions de bénéfices reçus d'une participation dans une personne morale étrangère. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Une personne physique va donc avoir ses dividendes exonérés d'une société étrangère. Certains autres revenus, par exemple les gains en capital, les gains perte de change et les gains en perte de valeur provenant d'une participation. Et enfin, les revenus provenant d'une succursale ou d'un établissement permanent étranger, lorsqu'un choix est fait pour demander l'exemption pour l'établissement permanent étranger. Nous continuons avec l'allègement pour les petites et moyennes entreprises, intitulé Small Business Relief, SBR. Alors, une personne imposable, qui est une personne résidente, peut choisir d'être considérée comme n'ayant pas perçu de revenus imposables pour une période fiscale. Lorsque les revenus de la personne imposable pour la période fiscale concernée et les périodes fiscales précédentes ne dépassent pas un seuil fixé par le ministre. Et également, la personne imposable remplit toutes les autres conditions prescrites par le ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, c'est un article de loi. On notera que donc, cet allègement il est valable jusqu'au 31 décembre 2026. Donc pour les petites sociétés, les startups qui ne dépassent pas 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Elles seront tout simplement exonérées à 100% de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Attention, on a parlé donc de cet article 21 précédemment, et l'alinéa, en tout cas A, nous dit The revenue of the taxable person for the relevant tax period and previous tax periods avec un S. Est-ce que cela veut dire que cela sera applicable dès la première année ou devons-nous interpréter que cela prendra effet après 2 exercices? Puisque, en effet, on parle de période au pluriel et on comprend que cela reste sujet à interprétation. C'est la raison pour laquelle je rappelle à ce stade l'importance de prendre des pincettes sur l'état actuel des choses. Et donc, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur ce premier exercice de 3 millions, si vous ne dépassez pas 3 millions, vous êtes sujet, on va avoir peut-être plus d'éléments, à ne pas payer d'impôts jusqu'au 31 décembre 2026, date auquel prendra fin cette mesure exceptionnelle. Tant bien même, vous devrez, sur ces 3 exercices, vous assurer de faire moins de 3 millions de chiffre d'affaires en dirhams. Alors, attention, il faudra particulièrement noter que les pertes fiscales ne peuvent pas être reportées dans ce cas-là, en tout cas. Cela signifie qu'une entreprise qui réalise une perte au cours d'une certaine année fiscale, elle ne peut pas utiliser cette perte pour réduire son revenu imposable pour les années à venir. Ça, c'est important puisque aujourd'hui, le report de pertes fiscales, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé aux Émirats arabes unis, mais pour profiter de cette
de ce Small Business Relief, eh bien, ce ne sera pas le cas. Alors, cela nous emmène en fait à parler du dilemme, puisqu'en effet, l'évaluation des activités commerciales réelles, c'est-à-dire donc de vos flux financiers, de vos revenus, de votre société, eh bien, il est primordial pour pouvoir s'assurer de ce qui sera le plus juste. Vous avez la possibilité donc d'avoir 0% donc d'impôt sur le revenu, donc jusqu'à 375 000 dirhams de bénéfices. Vous avez donc du revenu exonéré. Vous avez des allègements pour les petites et moyennes entreprises. Et vous allez avoir également, nous allons l'aborder donc dans quelques instants, et je vais vous introduire en tout cas le début de ce chapitre avant de vous laisser donc face à cette vidéo que nous avons tournée de façon exclusive. Et en tout cas, toute l'importance de s'entourer, en tout cas dès maintenant, pour être certain de structurer votre société, pour l'optimiser, s'assurer que vous faites les choses bien, puisque vous allez le voir, il y a en tout cas un impact assez important, notamment pour les free zones. Voilà, ce premier chapitre est maintenant donc terminé. Nous allons donc démarrer dès maintenant le second. Alors, bienvenue dans ce chapitre dédié Qualifying Free Zone Person. Les free zones sont-elles taxées? Ce chapitre est une retransmission d'une conférence que nous avons faite il y a quelques jours au sein donc de la Free Zone IFSA. Nous avons été appelés en tant qu'experts en fiscalité pour pouvoir interpréter cette loi et pour éduquer donc une audience d'entrepreneurs et de professionnels pour cette parfaite compréhension notamment de ce qu'est le Qualifying Free Zone et est-ce que donc ces sociétés vont être taxées. Ce qui est important à noter, et je vous laisserai sur ces mots, c'est qu'une société en free zone qui ne respecterait pas ces critères d'obtention donc du statut de Qualifying Free Zone Person pourra être considérée donc telle une personne taxable à part entière et sera de facto disqualifiée les 4 exercices suivants et sera traitée telle une société taxable normale, taxée au même titre qu'une société enregistrée en mainland. Alors aujourd'hui, si IFSA a fait appel à notre structure pour pouvoir vous présenter une partie de cette présentation, donc dans cette conférence, c'est également pour notre capacité en fait et notre envie chez Mage d'essayer de simplifier un petit peu toutes ces notions administratives, légales, fiscales, pour tout un chacun. Donc ça a été notre vision au départ lorsque nous avons créé cette société, et c'est ce que nous avons essayé de faire également dans cette transition actuelle, donc qui nous emmène en fait à une période, vous allez le découvrir, de taxation, donc dans un premier temps sur les bénéfices des sociétés aux Émirats arabes unis. Alors vous savez qu'il y a une loi donc, qui a annoncé cette arrivée de taxes, et pour ceux en tout cas du secteur, tout le monde était un petit peu en suspens dans l'attente de plus de clarification sur la notion de Qualifying Free Zone. Donc c'était la grande question, on se disait qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faudra faire, quels critères on va dire d'éligibilité feront que nous pourrions bien profiter d'un régime de free zone exonéré d'impôts. Et nous avons eu donc cette clarification de par donc une publication quasiment le même jour de la mise en place de cette taxe, donc il y a de ça 2 semaines. 2 semaines, ça nous donne aujourd'hui ce temps suffisant pour pouvoir aborder ce sujet avec du sérieux et avec des éléments tangibles. Comme l'a dit Michael, évidemment, nous sommes sujets à des évolutions potentielles, à d'autres publications, bien évidemment. Donc, on va rester très attentif à l'évolution des choses. C'est une transition qui est très importante pour chacun d'entre nous. Mais toujours est-il aujourd'hui, l'idée étant de rentrer donc dans quelque chose de plus concret et de spécifique. Alors, au niveau donc, de ma présentation, nous allons attaquer dans un premier temps cette notion de Qualifying Free Zone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir être éligible à devenir donc, une free zone dite qualifiée. Je vais faire une traduction française, vous m'excuserez bien évidemment, voilà. Mais on est obligé, la loi étant appliquée en anglais, et on va essayer de s'adapter. Activité admissible, vous allez voir qu'au-delà même de cette entité qui peut être éligible, il va falloir qu'il y ait des sources de revenus admissibles et des activités dites activités exclues. Donc, vous allez voir le schmilblick, et c'est un petit peu également
L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de rentrer plus en détail sur cette compréhension. Et enfin, exigence de minimis. On rentrera également dans le détail au moment voulu. On finira avec un calculateur de taxes, parce que bien, c'est aussi ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on va être taxé? De combien? Et ça, il va falloir qu'on aborde un petit peu ce sujet. Alors, quelles sont les conditions pour être considéré comme une free zone dite éligible? Donc, qualifying free zone person. Donc, tout d'abord, vous devez avoir une société enregistrée en free zone. Et ça paraît logique. Le maintien d'une substance adéquate dans une zone franche, Michael l'a abordé quelques instants. On va aborder cela, si vous le voulez bien, ultérieurement dans ma présentation, puisque à travers un outil que nous réservons pour les membres de MAGE, nous simplifions la compréhension de ces éléments-là, et je vais vous partager un petit peu en exclusivité aujourd'hui. Vous avez fait l'effort de venir, et bien vous allez découvrir ces choses-là que les membres de MAGE profitent. Générer des revenus admissibles, vous l'avez compris, au-delà même d'une free zone, donc de pouvoir répondre à tous ces critères-là, vous allez également vous assurer d'avoir du revenu admissible. N'a pas choisi d'être donc soumise volontairement à cet impôt. Pourquoi? Puisqu'en fait, eh bien, comme l'a dit Michael, toutes les sociétés aujourd'hui, les structures juridiques, quelles qu'elles soient, donc même si vous êtes l'équivalent d'auto-entrepreneur, sole proprietorship, eh bien, vous êtes sous ce régime taxable, la free zone également. Enfin, donc préparer et conserver des états financiers audités et se conforme au principe de pleine concurrence. Ça va de soi pour ceux du secteur également, dans un petit peu plus technique. Et voilà. Alors, les activités dites éligibles. Biens et produits, fabrication de biens ou de matériaux, transformation de biens ou de matériaux, distribution de biens ou de matériaux au sein même ou depuis une zone franche à des fins de revente. Services, on continue, propriété, gestion, exploitation de navires, services de réassurance, services de gestion de fonds soumis à l'approbation, services de gestion de patrimoine et d'investissement, services de siège social aux parties liées, services de trésorerie et de financement pour les parties liées, financement et location d'aéronefs, services logistiques, holding dans les autres catégories, donc avec la société, on parle de société voilà, vouée à la détention d'actions et d'autres titres. Et toutes les activités ci-dessus comprennent également leurs activités connexes. La liste donc, de ces activités exclues, et par surprise, on voit donc toutes les transactions avec des personnes physiques. On entend par là, dans le jargon, du B2C. À l'exception des services 1, 3, 4, 7 dans activités admissibles. Je reviens donc en arrière. 1, 3, 4, 7, ce seront les activités avec lesquelles on pourra faire du commerce, en tout cas en B2C. Mais encore une fois, on va arriver sur un schéma qu'on a pris soin en tout cas de mettre en place pour faciliter la compréhension de cette notion. Activités bancaires soumises au régulateur, financement crédit bail, propriété de biens immobiliers non commerciaux situés en zone franche, propriété et exploitation d'actifs de propriété intellectuelle. Ces activités et leurs activités connexes. On parle donc d'activités dites activités exclues. Alors, votre structure enregistrée en free zone aujourd'hui, pour certains, elle peut avoir une succursale. Cette succursale, elle peut se trouver eh bien, à l'étranger ou une succursale dite nationale en mainland. C'est donc un lieu d'affaires fixe ou permanent, un lieu d'exercice habituel, lieu de gestion, branche, bureau, usine. Là, on parle de succursale. Et ces revenus, en tout cas, qui proviennent d'une succursale, qu'ils soient nationales ou étrangères, eh bien, ils seront imposables bien dans la mesure où ils sont attribuables à la succursale. Il n'y aura pas donc ce seuil de 375 000 dirhams, 100 000 $ applicable aux revenus générés par la succursale. En revanche, vous avez donc un fonctionnement en fait, de crédit d'impôt étranger. Toute taxe payée à l'étranger sur les revenus générés par le biais d'un établissement stable étranger peut être utilisée comme crédit d'impôt étranger. Le crédit maximum autorisé est l'impôt sur les sociétés payables pour l'année en question. Tout excédent ne peut être reporté à l'avenir. S'il y a des notions qui sont, on va dire, pas encore compréhensibles pour certains d'entre vous, on aura la chance de pouvoir rentrer dans le détail un petit peu après. Alors, on commence un petit peu à y voir plus clair. Qualifying free zone, est-ce que je remplis les conditions d'éligibilité? Revenus admis, admissibles, revenus exclus,
qu'est-ce qui se passe si j'ai du revenu exclu? Parce que concrètement, moi, je veux faire un petit peu de B2C, j'ai de la vente avec des particuliers. Est-ce que je peux? Alors oui, mais il y aura une limite à ça. Donc cela ne doit pas dépasser 5% du chiffre d'affaires total ou 5 millions de dirhams, le plus bas des deux. Et bien, qu'est-ce qui se passerait si je ne respecte pas, ou du moins si en tout cas je ne suis pas, si j'en fais tout simplement plus, eh bien votre structure, votre entité juridique, cette free zone, elle se verra être disqualifiée pour l'année fiscale en cours, ainsi que les 4 années suivantes fiscales pour l'éligibilité à devenir une free zone qualifiée. Alors, ce schéma, eh bien, l'idée, en tout cas, de ce schéma, c'est de pouvoir synthétiser un petit peu ce que vous avez vu donc, dans les derniers slides, les derniers volets, et d'essayer de pouvoir travailler ce schmilblick, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu une interprétation de la loi, vous l'avez compris, de notre part, pour pouvoir vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, on part du principe que on parle ici d'une qualifying free zone, donc d'une free zone, une société qui remplirait déjà les conditions d'éligibilité à être une free zone qualifiée. Pour cela, vous vous rappelez, vous avez un slide dédié. Si ça vous intéresse, on pourra vous transmettre en tout cas cette présentation à la suite de cette conférence. Mais donc cette free zone, eh bien, elle a 2 types de revenus possibles, en tout cas pour cette analyse. Le premier étant de revenus provenant d'autres sociétés en free zone. Le deuxième type de revenu, que vous voyez donc sur la droite, ça serait donc un revenu en provenance de l'étranger ou de la mainland. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'un revenu en provenance d'une autre free zone, comment ça fonctionne? Est-ce que ça vient d'une activité exclue? Eh bien, on le vérifie ici. Si ce n'est pas le cas, de facto, eh bien, vous êtes dans un revenu qualifié. Petite notion technique, les sociétés en zone franche doivent être bénéficiaires des biens ou des services, bien évidemment, puisque bien l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que celles qui profitent de cet avantage ne profitent pas pour une autre tierce entité juridique. Revenu provenant de l'étranger ou de mainland. Et là, ça devient un petit peu plus technique. Vient-il d'une activité non éligible et d'une activité exclue, 9%. Vient-il d'une activité éligible et d'une activité non exclue? Eh bien, vous êtes sur un revenu qui serait taxable, 9%. Vient-il d'une activité non éligible, d'une activité non exclue? 9%. Vient-il d'une activité éligible et d'une activité non exclue? 0%. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Vous comprenez maintenant le travail des avocats, à quel point c'est quelque chose de complexe, de pouvoir bien décrypter cette loi, c'est quelque chose de très compliqué. Scénario, une free zone qualifiée ayant un salon et recevant des revenus de personnes physiques. Alors, eh bien, vous êtes une free zone qualifiée, vous vendez en zone franche, d'accord, mais vous vendez à des personnes physiques. Donc, toutes les transactions eh bien, avec les personnes physiques sont exclues, à l'exception des services 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7, est-ce qu'on a un salon dans cette liste? Non. C'est taxable. Une free zone qualifiée générant des revenus de logistique de personnes physiques. Activité éligible. Pourquoi? Parce que cette activité, elle est autorisée, d'accord, dans les services. Vous pourriez penser être sujet à du revenu admissible, mais vous vendez à des personnes physiques, commerçants B2C, et on voit que cette deuxième notion d'activité exclue eh bien, va annuler de facto en fait, cette possibilité d'être dans du revenu admissible. On va continuer. Une free zone qualifiée générant des revenus d'une autre société en zone franche par le biais d'une activité de courtier commercial. Ce n'est pas une activité exclue, d'accord? Et donc, de facto, commerce de zone franche à zone franche, pas de taxation. Une free zone qualifiée générant des revenus d'une société étrangère en fournissant des services de conseil en gestion.
on est donc sur du revenu à l'étranger. Est-ce que ça vient d'une activité éligible? Vous n'avez pas de conseiller en gestion. Ce n'est pas cité en tout cas actuellement. Et encore une fois, vous comprenez qu'aujourd'hui, on a assez d'éléments tangibles pour aborder ce sujet, parce qu'il faut bien le faire. On est dans une période taxable à présent, donc on est contraint de pouvoir aborder ça aujourd'hui. Par contre, on reste sujet, encore une fois, à des publications complémentaires du ministère. Donc, en l'état, en tout cas, nous sommes donc avec un revenu qui serait pas éligible. Enfin, une free zone qualifiée générant des revenus d'une entreprise en mainland par le biais de la distribution de biens à partir du zone franche. C'est une activité éligible. Pourquoi? Parce que, qualifying activity, hop là. Distribution de biens ou de matériaux au sein même ou depuis une zone franche à des fins de revente. Donc une société en free zone, elle vend en mainland. La mainland, elle va vendre, elle va être taxée au passage. La free zone, non. Voilà. Donc, de ce schéma, en tout cas, ce qui serait intéressant à présent, c'est de pouvoir imaginer quel serait l'impact des taxes. Parce que vous l'avez compris, on va être taxé sur nos bénéfices, sur nos sociétés. Nous voici à présent dans ce 3e chapitre dédié au calcul du montant de votre impôt sur les sociétés. Suite au visionnage du chapitre 2 dédié à la notion de Qualifying Free Zone Person, vous savez à présent, pour certains d'entre vous, si votre société enregistrée en free zone est susceptible de profiter de ce statut d'exonération sur le revenu qui ne serait pas taxé. Pour grand nombre d'entre vous, vous comprenez à présent que votre entité juridique va être taxée. Et la question suivante est de savoir quel serait le montant potentiel de la taxe que vous allez devoir payer en fin d'exercice 2024. Puis, de savoir potentiellement, puisque vous n'avez peut-être pas eu l'interprétation suffisante pour savoir si votre société peut profiter tout de même de ce statut de Qualifying Free Zone Person. Et enfin, quelles seraient les possibilités de réduction et d'optimisation? Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place au sein de Mage un outil que nous faisons, dont nous, en tout cas, nos membres profitent en interne. Et j'ai souhaité, à travers cette conférence, vous permettre d'en profiter de façon exceptionnelle. Je vais ajouter ce lien dans la description de cette vidéo. Pour rappel, cette vidéo, vous avez pu la trouver de façon isolée sur YouTube, ou bien elle fait partie d'une série de 6 vidéos réunies dans une conférence dédiée à l'arrivée de cette taxe. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la première des choses qui vient à l'esprit de tout entrepreneur, c'est de se dire aujourd'hui, le revenu personnel, en tout cas, pas le revenu sur les sociétés, il n'est pas encore taxé. Donc, mon salaire n'est pas taxé. Et là, une vraie question se pose. Il va falloir donc connaître cette notion de salaire fixé dans des conditions équitables et au prix de marché. Donc, en effet, l'impôt sur le revenu est non taxé aux Émirats arabes unis. Pour le moment, en tout cas. On ne sait pas ce qu'il en sera dans quelques années, mais aujourd'hui, effectivement, votre revenu sur le revenu n'est pas taxé. L'impôt sur le revenu n'est pas taxé. Donc la question qui revient souvent, c'est si mon activité professionnelle est taxable, est-ce que je peux seulement me payer un très gros salaire pour éviter cet impôt? En substance, tout salaire excessif sera considéré comme une pratique abusive visant à réduire votre assiette fiscale selon l'article 50. Il faudra donc considérer la notion de prix de marché, mais aussi de salaire versé à des proches ou à des personnes liées. En bref, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas, si vous faites 4 millions de bénéfices en dirhams, vous ne pouvez pas vous verser 4 millions de dirhams de salaire et donc éviter cette taxe sur les sociétés. Sauf si vous pourriez être en mesure de justifier cela, au même titre que vous ne pourriez pas employer votre femme et vos 2 enfants et les payer chacun 1 million de dirhams,
afin d'abaisser votre masse imposable. Donc, ça paraît un petit peu logique puisque vous avez donc des institutions qui réfléchissent à taxer des sociétés. Vous pensez bien que ça aurait été trop facile que l'on puisse se faire un salaire de 1 million de dirhams pour nous ou pour quelqu'un dont nous avons un lien, nous sommes connectés. Je vous ai donné un exemple, celui d'une femme ainsi que des enfants. Et évidemment, les institutions fiscales ont réfléchi à ça en amont et en tout cas, il faudra donc appréhender cette notion de prix de marché. C'est ce pourquoi je voulais faire cette petite parenthèse en début de chapitre. Donc, petit aparté également, pour ceux qui pensaient utiliser plusieurs sociétés pour rester en dessous des seuils, puisque vous avez compris qu'on a également une possibilité de profiter du Small Business Relief, qui permet une exonération totale d'impôts si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas les 3 millions de dirhams sur plusieurs exercices financiers jusqu'au 31 décembre 2026. Et donc, il va falloir consécutivement être en dessous de cette somme sur votre chiffre d'affaires pour pouvoir en profiter. Mais toujours est-il, certaines personnes pourraient se dire je pourrais créer une deuxième société pour diviser mon chiffre d'affaires et donc rester en dessous de ce seuil et donc ne pas avoir à payer d'impôts. Si une personne ayant un chiffre d'affaires total de plus de 3 millions de dirhams sépare artificiellement son activité pour bénéficier de l'exonération pour les petites entreprises, cela sera considéré de façon très juste comme un arrangement visant à obtenir un avantage fiscal sur les sociétés, en vertu des règles générales anti-abus qui est fixé par le GAAR, G-A-A-R, énoncé à l'article 50 également de la loi sur l'impôt des sociétés aux Émirats arabes unis. Voilà. Donc ça, c'était important de démarrer ce chapitre avec ces notions, puisque j'entends déjà beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément ces notions fiscales, qui vont simplement vous dire « vous versez un gros salaire, il n'y a pas de problème ». Non, ce serait trop simple. Et il est évident que des personnes qui sont spécialisées dans la fiscalité ont mis en place des lois également, et ce n'est pas pour que ce soit, aussi simplement que vous puissiez passer outre des obligations comme une taxe, tout simplement. Alors, toujours est-il, on a parlé de prix de marché, c'est tout le travail d'un cabinet comme le nôtre de pouvoir travailler sur quel est ce prix juste, qu'est-ce qui fait que votre salaire va être fixé à un certain montant, quel serait ce montant maximum, et qu'est-ce que l'on va mettre en place pour pouvoir vous faire profiter de certains leviers d'optimisation, tout en, encore une fois, restant dans des critères qui soient complètement acceptés par la loi pour pouvoir vous permettre d'être tranquille, parce que c'est tout l'intérêt d'être entrepreneur, de pouvoir vous concentrer sur votre développement sans avoir à réfléchir à quelconque problème avec les administrations fiscales, notamment aux Émirats arabes unis. Alors, la deuxième des choses, ce sont les dépenses déductibles. On a parlé un petit peu de prix de marché il y a quelques instants pour ce qu'il en est des salaires. Je voulais en profiter dans ce chapitre pour aborder les transactions au prix de marché. Donc, qu'est-ce qu'une dépense déductible ? Par définition, celle-ci permet de générer du revenu pour le business. Donc là, en termes comptables, vous allez pouvoir fixer votre revenu imposable, votre bénéfice. Donc, ça se fait, de manière comptable. On va tout simplement déduire vos dépenses qui sont bien dûment déductibles pour pouvoir obtenir de votre chiffre d'affaires un revenu net taxable au final, sur lequel l'État, en tout cas les administrations fiscales vont pouvoir se fier, pouvoir taxer votre société de par vos états financiers. Donc, ce revenu déductible, il est basé sur pas mal de dépenses, les frais personnels, les salaires, les dépenses liées à l'achat de matériel et de fourniture, les frais de location, d'achat d'espace de bureau, tous ces frais professionnels qui ont pour objectif de faire fonctionner votre société. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que votre appartement personnel, par exemple, ne sera pas, par exemple, considéré comme une dépense déductible. Vous ne pourriez pas faire passer vos dépenses personnelles comme une location d'appartement pour pouvoir réduire votre masse imposable. Ça aussi, c'est important. Ça a pris quelques instants, mais il fallait quand même l'aborder. Voilà. Je ne vais peut-être pas rentrer sur des notions de prix de marché de façon un petit peu plus complexe. Je pense qu'on réservera un webinaire dédié, à des professionnels du secteur pour pouvoir vous apporter un petit peu plus de notions et être en mesure, en tout cas, d'avoir
ces aspects de conseils supplémentaires. Donc, avant de rediriger vos clients vers Mage, que vous puissiez déjà être en mesure de comprendre certaines notions. Alors, je vous propose que l'on passe quelques instants en revue un outil dont vous allez pouvoir accéder en tout cas dès maintenant ou à la fin de cette conférence, ce que je vous incite très certainement à faire si vous êtes au milieu de cette conférence en ce moment, en allant sur donc mage.ae/impôt au pluriel, donc l'impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis. Vous allez donc pouvoir retrouver ici, est-ce que ma société sera taxée? Une réponse précise en seulement 2 minutes. Mage a conçu un calculateur de taxes optimisé qui vous permet d'effectuer une simulation du montant de votre impôt à payer en fonction de nombreux critères spécifiques à votre situation unique. Je vous propose que l'on teste ça ensemble. Donc l'estimation suivante repose sur des informations déjà publiées par le ministère des Finances. On en a parlé. Tout ce que fait Mage, en tout cas, bien entendu, découle des publications du ministère des Finances aux Émirats Arabes Unis. Dans un premier temps, nous allons donc nous focaliser sur le calcul de votre impôt. Êtes-vous l'unique propriétaire de votre société? Oui. Quel est votre statut juridique? Si vous êtes par exemple enregistré à IVSA, vous êtes donc avec une société qui est une LLC, Limited Liability Company. Où votre société est-elle enregistrée en Free Zone? Quel est le nom de votre société? Mage. Quel est le chiffre d'affaires estimé de Mage en dirhams? Disons, on va dire 4 millions, donc 1 million d'euros, 4 millions de dirhams. Connaissez-vous la distinction entre vos charges brutes, donc le coût des biens vendus, et dépenses, ainsi que leurs chiffres associés pour calculer votre imposition? Donc ça, on va dire qu'en termes comptables, je vous ai parlé de déduction, en fait de dépenses qui seraient déductibles. Il y en a certaines qui le sont, mais qui le sont également qu'à 50%. Et là, on va dire si vous n'avez pas de notion comptable, on vous invite à aller simplement sur non, c'est trop complexe. Je souhaite une estimation simplifiée. On va se baser sur votre résultat net et vous allez le comprendre en quelques instants. Donc, nous allons utiliser une approche dite simplifiée en déduisant un montant global estimatif de votre chiffre d'affaires pour obtenir une estimation précise de votre résultat net, bénéfice de votre bénéfice. On va pouvoir imaginer ensuite votre taxe à payer sur les sociétés. Et évidemment, il est important de noter que cette approche doit être considérée comme une approximation. Donc, en fin d'année, combien faites-vous de bénéfices? Disons que nous faisons 1 million de dirhams. Êtes-vous seul employé? Oui. Les données estimatives fiscales de Mage ont été collectées. Parfait. Le montant total de l'impôt sur les bénéfices à payer devrait s'élever à 56 250 dirhams. Donc, on voit que pour un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, de 4 millions de dirhams, et pour un bénéfice net donc d'1 million de dirhams, ce qui fait 272 000 $ aujourd'hui, en euros, ça fait 242 000 € exactement, la somme, l'impôt avant, on va dire, potentielle exonération ou réduction d'impôt selon ce qui pourrait être mis en place, vous êtes à 13 600 € d'impôt. Merci. Le montant de l'impôt est calculé après l'application d'un seuil d'exonération. C'est ce qui fait que vous avez donc eu cette somme qui n'était pas équivalente à 90 000 dirhams, donc 9% d'1 million, mais bien 56 250. Et votre impôt, donc, il est déjà réduit partiellement, on peut le comprendre, à 5,63. Donc, on voit qu'on part donc d'une base de 9% d'impôt sur la société et on est déjà à une somme qui est réduite à 5,63 avant optimisation quelconque. Je précise encore une fois. Donc, notre département fiscal a développé plusieurs schémas d'optimisation pour les sociétés enregistrées en Free Zone. Souhaitez-vous en profiter? Oui, cela m'intéresse. Et là, on va continuer. Dans quelle zone est enregistrée votre société? IVSA.
donc doit satisfaire certaines conditions pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés. Oui, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez une substance économique? Oui. Non, j'en suis pas certain. Qu'entend-on par supervision adéquate? Je garde cela en tête. Donc là, on va pouvoir aborder ces notions que nous avons vues dans le second chapitre dédié donc à Qualifying Frozen Person. On va pouvoir étudier ensemble si votre société est sujette ou non à ce statut d'exonération totale d'impôt sur les sociétés. Et en fonction également de vos informations, on va pouvoir vous proposer dès la fin de ce formulaire plusieurs schémas d'optimisation. Vous allez pouvoir profiter d'une proposition d'accompagnement sur des démarches administratives. Donc là, on a pensé encore une fois des démarches en fonction de nos entrepreneurs de renom, encore une fois dans cette optique d'optimiser leur temps, mais également leurs finances, puisque l'idée étant de réduire au maximum ces coûts, ces charges supplémentaires qui n'étaient pas forcément prévues au départ en venant s'installer à Dubaï, et tout en pensant encore une fois dans l'intérêt des entrepreneurs, donc dans cette partie optimisation. Ce chapitre prend fin, je vous laisse à la fin de cette conférence qui comprend 6 chapitres, vous rendre sur ce lien pour profiter de cet outil qui découle d'une analyse encore une fois et d'un travail, puisque vous voyez un formulaire, derrière se passe beaucoup de choses pour pouvoir vous donner des informations qui aujourd'hui sont plus que pertinentes et au profit encore une fois de l'optimisation financière de votre société. On continue dans ce 4e chapitre au sein de cette conférence dédiée à l'arrivée de l'impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis, avec quelques minutes consacrées à un petit peu de géopolitique. En tout cas, on va aborder les raisons de la mise en place de l'impôt aux Émirats Arabes Unis. Alors, ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est évidemment un nouveau contexte, une nouvelle normalité. Cet impôt aux Émirats Arabes Unis, il est, je pense, inévitable et nécessaire. Alors, je vais aborder quelques notions qui, je pense, sont intéressantes. Elles vont vous permettre de comprendre un petit peu plus cette pression internationale mise sur les Émirats Arabes Unis et donc d'aborder en tout cas ce futur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Dubaï a très certainement cette envie également de pouvoir avoir de nouvelles sources de revenus pour pérenniser un petit peu son modèle de développement, mais en tant que pays. Mais aujourd'hui, en tout cas, au-delà de ça, il y avait une certaine pression et c'est ce que je vous propose en tout cas de découvrir en quelques minutes. Alors, tout d'abord, nous avons aujourd'hui un monde et en tout cas une pression internationale dans ce monde qui est interconnectée. Tout d'abord, vous avez un règlement ESR. Alors, qu'est-ce que ce ESR? Les entreprises doivent vraiment avoir de la substance. Cela pour montrer, en tout cas pour contrer les phénomènes d'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. On appelle ça donc le règlement ESR. Donc l'acronyme en anglais de Erosion and Profit Shifting. Lorsque l'on parle de maintenir une substance adéquate pour une entité, donc notamment en zone franche, cela signifie que l'entreprise doit avoir une présence physique et opérationnelle réelle aux Émirats Arabes Unis. Cela suppose que l'entreprise dispose d'une adresse physique, d'un personnel qualifié et d'un équipement suffisant pour mener ses activités commerciales. Pour terminer sur la partie ESR, vous comprenez donc en petit résumé que l'idée étant donc d'empêcher des sociétés de transférer du bénéfice sur des juridictions plus avantageuses, paradis fiscaux ou autres, pour tout simplement moins payer d'impôts. Ensuite, vous avez connaissance, pour nombre d'entre vous en tout cas, de cette déclaration UBO, puisque lors de votre création de société, pour certains, vous avez dû déjà en tout cas déclarer ce que l'on appelle en français les bénéficiaires effectifs. Alors, le règlement UBO, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une transparence fiscale et aussi également, ce sont des échanges d'informations. Donc, l'Ultimate Beneficial Owners en anglais, donc, ce sont donc les personnes physiques qui détiennent le contrôle réel d'une société ou qui bénéficient directement ou indirectement des actifs d'une société. Donc les règlements UBO, ils exigent que les entreprises, notamment aux Émirats Arabes Unis, fournissent des informations sur qui sont les bénéficiaires effectifs derrière
afin de promouvoir la transparence et de prévenir l'utilisation abusive de structures juridiques opaques à des fins d'évasion fiscale ou de blanchiment d'argent, voire de financement du terrorisme. Donc ça, vous l'aurez compris, l'idée, c'est d'éviter ces montages opaques où vous allez cacher qui sont réellement les personnes derrière, bénéficiaires des sociétés. On continue avec des recommandations faites à l'international, avec des normes qui sont aujourd'hui communiquées par le GAFI. Alors en français, c'est le FATF. Le GAFI, c'est le groupe d'action financière. Et en tout cas, c'est la même organisation, mais on a tendance à voir ces deux intitulés, en tout cas, en ligne aujourd'hui. Donc pour vous, c'est important de connaître ces deux-là. GAFI et FATF, ce sont la même organisation. Et cette organisation gouvernementale créée pour lutter contre le blanchiment d'argent, elle est également là pour lutter contre le financement du terrorisme, les autres menaces liées à la sécurité financière. Et ce qu'il faut noter, c'est que ils ont pour objectif, en tout cas, d'améliorer un petit peu, on va dire, ce que font les juridictions, s'assurer en tout cas qu'elles respectent certaines normes. Et il faut noter que les Émirats arabes unis ont été ajoutés donc, dans cette liste grise du GAFI, donc aux pays soumis à une surveillance renforcée depuis le 24 février 2023. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à noter. Donc, la première légende étant qu'il y a un impact assez important au niveau bancaire, flux financier international. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas eu d'avant et après liste grise au sein du GAFI. Cette liste grise, après, on va dire que pour ceux qui ont une réelle connaissance, ce sont on va demander aux Émirats arabes unis de mettre en place certaines choses par des recommandations, pour s'assurer en tout cas qu'elle évolue sur quelque chose qui soit plus transparent. Et puis voilà, tout simplement. Et puis alors, ils n'ont pas de moyens, on va dire, de venir vérifier, outre le fait que les Émirats arabes unis acceptent de donner des éléments, des documents pour ensuite prouver l'avancement dans ces dossiers. Donc aujourd'hui, principalement, il a été indiqué en fait que les Émirats arabes unis, il leur a été demandé, en tout cas demandé qu'ils mettent en œuvre un plan d'action pour principalement améliorer et maintenir la compréhension des risques du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme entre les différentes institutions et surtout et notamment les secteurs des EPNFD. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les entités professionnelles non financières désignées. Qu'est-ce que c'est ces entités non financières ? Ce sont plein de professionnels, tout comme le sont des avocats, des comptables, des agents immobiliers qui peuvent être en mesure, de par leurs activités, de voir certaines choses peut-être bizarres liées par exemple à du financement du terrorisme. Ils doivent être en mesure de les appréhender, de pouvoir surtout être en mesure de faire des déclarations d'opérations suspectes, donc des DOS, et de les déposer aux institutions qui sont reconnues aujourd'hui mondialement, comme le sont l'AML par exemple. Donc ils doivent s'enregistrer et être en mesure de pouvoir faire ces déclarations en cas d'activité suspecte. Et ça, c'est important. Il est évident que pays civilisé qui prétend être dans des normes internationales, faire du commerce aujourd'hui et rapatrier des fonds par milliards aux Émirats arabes unis, vous pensez bien que pour pouvoir prétendre à être ce tel hub business, il était important effectivement que quiconque veuille faire comptable dans une juridiction telle que les Émirats arabes unis doit être capable de pouvoir dire là j'ai une activité suspecte avec un pays par exemple qui est à risque ou autre pour des choses par rapport à du financement terroriste. Il doit pouvoir en tout cas mettre en avant ces choses-là. Donc c'est en tout cas totalement normal vu sur cet angle-là. Voilà. Donc l'idée, ça va être de démontrer une augmentation soutenue, peut-être des poursuites pour ce type d'affaires, pour le blanchiment en tout cas d'argent, mais surtout par rapport à d'autres risques et des mesures concrètes surtout pour les identifier, enquêter, poursuivre le cas échéant, sur tout simplement puisse respecter la loi en vigueur aux Émirats arabes unis, ce qui n'était pas forcément en fait possible avant, puisqu'il n'y avait pas d'état financier.
demandé, audité par les sociétés. C'était compliqué de pouvoir aller savoir si quelqu'un faisait, en tout cas du commerce, outre les banques qui avaient cette responsabilité. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est ce qui pouvait potentiellement également apporter peut-être plus de délai dans l'étude, en tout cas, des ouvertures de compte bancaire, notamment professionnels, puisqu'en fait, les banques avaient cette responsabilité d'aller vérifier certains profils. Enfin, on finira avec ça. Sur cette partie, en tout cas contexte, vous avez l'OCDE, où on entend beaucoup parler. L'OCDE, qu'est-ce que c'est? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, l'impact de l'OCDE aujourd'hui sur les Émirats arabes unis, il est principalement lié à son travail dans le domaine de la transparence fiscale également, de l'échange d'informations et de la lutte contre l'évasion fiscale. L'OCDE, il a élaboré lui aussi des normes, des recommandations internationales en matière de transparence fiscale et d'échange automatique d'informations. C'est d'ailleurs lui qui est à l'initiative du Common Reporting Standard, CRS, pour les gens du secteur, l'échange automatique d'informations financières entre les pays à travers les banques, c'est bien CRS. Et aujourd'hui, c'est une initiative qui a été faite par l'OCDE. Donc en résumé, les UAE ne sont pas membres aujourd'hui de l'OCDE. Ils sont engagés à respecter certaines normes et recommandations d'organisation. Donc en effet, ils coopèrent avec l'organisation en participant à certains comités, à des groupes de travail. Cela leur permet de bénéficier en tout cas des analyses et des recommandations de l'OCDE dans divers domaines. Mais il faut le savoir, aujourd'hui, les Émirats arabes unis ne sont pas membres en tout cas de ce comité de l'OCDE. Alors, on va aller sur le contexte et surtout quel serait l'impact et les bénéfices au pluriel de l'arrivée de cette taxe sur les sociétés. Premièrement, on peut noter une amélioration de la fluidité des flux financiers interbancaires à l'international. Et ça, je vous en ai parlé quelques secondes il y a quelques instants. On enlève un poids, une responsabilité sur les banques qui avaient jusqu'alors cette obligation de vérifier, on va dire, tous les comptes des sociétés qui venaient créer, par exemple, une succursale aux Émirats ou d'un propriétaire de société qui enregistre la société en individuel. S'il possédait des sociétés à l'étranger, on allait voir un petit peu ce qui s'y passait. Pourquoi ? Parce que il fallait bien à un moment donné que les Émirats arabes unis puissent montrer et surtout avec cette charge, cette responsabilité de ne pas être lié à du financement de terrorisme ou autre. Donc, le fait qu'aujourd'hui, cela va être fait par d'autres entités en amont, notamment par un audit financier, par des comptables, par des avocats, par plein de corps de métier qui en fait vont pouvoir agir pour potentiellement en tout cas faire des doses AML auprès d'AML, ça va très certainement en tout cas permettre dans un premier temps à Dubaï de sortir de cette liste grise donc du GAFI, et notamment l'arrivée de cette taxe, elle va avoir un impact positif, je pense, c'est encore une fois un avis personnel dans cette vidéo sur ce chapitre-là, mais moi je vois en tout cas quelque chose d'assez positif sur une fluidité interbancaire à l'international, puisque on le sait, avant, par exemple, vous faisiez un transfert depuis la Suisse, on vous demandait pourquoi vous faisiez un transfert vers les Émirats. Voilà, si on peut en tout cas, je pense très sincèrement que le fait que Dubaï soit aujourd'hui taxé au même niveau que le sont toutes les juridictions, on va dire, stables et autres, certes, Dubaï reste le plus intéressant, le moins taxé, mais aujourd'hui, on ne peut plus lui mettre cette étiquette de paradis fiscal où il n'y a aucun contrôle dessus, et ça, c'est quelque chose qui va très certainement être très bénéfique. Ensuite, on voit, et je pense que cela va pousser en tout cas, et on met une croissance des investissements des grandes sociétés internationales sous format de filiales, branches, et jusqu'alors réticentes d'être accusées de fraude, et on parlait de SR un petit peu avant. Donc effectivement, vous avez bien un pays qui avait, on va dire, une image de paradis fiscal, et on ne peut pas empêcher une grosse société, par exemple, je ne sais pas, une multinationale, de limiter son déploiement au sein des Émirats arabes unis, puisqu'on pouvait très vite, on va dire, l'accuser de ce type de fraude en faisant un développement et en rapatriant beaucoup de fonds dans cette juridiction. Aujourd'hui, c'est une juridiction qui est taxée.
qui a une substance qui va être, voilà, où tout va être structuré, et ça va faciliter, je pense, l'apport en capitaux pour ces structures-là qui vont eh bien, profiter d'un environnement sain, stable, avec lequel profiter tout de même d'une imposition qui est la plus faible aujourd'hui, qui est une des plus faibles en tout cas au monde, et surtout dans un hub aussi développé que les Émirats Arabes Unis, parce que c'est incomparable. Et voilà. Je continue avec une structuration globale plus pertinente pour les TPE, donc les toutes petites entreprises et les petites entreprises. Donc, pourquoi ? Car obligés de tenir des registres financiers. Donc, cela va les professionnaliser et leur permettre de se développer tout en profitant de leviers bancaires en tant qu'expatriés. Donc ça, qu'est-ce que j'entends par structuration globale plus pertinente ? La plupart, si vous regardez cette vidéo, je suis certain que vous n'envisagiez même pas l'idée d'emprunter avec votre société aux Émirats, vous êtes expatrié. C'est des choses sur lesquelles vous avez mis ça à plus tard. Votre priorité étant soit de vous installer à Dubaï, d'avoir votre société offshore, peu importe. L'idée, c'était surtout pour certains de partir à l'étranger, de profiter d'une meilleure juridiction, peut-être non imposée. Mais l'idée étant que si vous voulez réellement développer en tout cas un business, et au-delà de ça, vos propres capitaux personnels, eh bien, il va falloir à un moment donné utiliser le levier bancaire. Le meilleur exemple, c'est vous avez des capitaux, ça stagne sur, on va dire, sur un compte en banque aux Émirats. Vous avez envie, plutôt que ça dorme sur un compte, d'acheter de l'immobilier. Vous devez pouvoir emprunter, utiliser donc ce levier bancaire, mettre, imaginons vos 20%, avoir vos 80% financés, et pouvoir profiter d'une transformation de vos 20 en 100 par des locataires qui payent vos loyers. C'est quelque chose d'hyper simple, mais on ne pourrait pas en profiter si vous n'avez pas en tout cas une structure qui soit, on va dire, qui tienne des registres financiers. Aucune banque vous prêterait de l'argent si vous arriviez avec votre licence. Je m'appelle Jonathan, j'ai une structure à Dubaï depuis 2 ans, prêtez-moi des sous, regardez, j'ai un compte en banque, j'ai des sous qui arrivent. Non, votre société, il faut qu'elle ait une comptabilité tenue, des états financiers vérifiés, et la banque vous le demandera. Donc là aussi, je vois un bénéfice, en tout cas à moyen terme, sur une professionnalisation de toutes ces toutes petites entreprises, les obliger à avoir des notions supplémentaires pour certains entrepreneurs en termes d'administratif, comptable, mais surtout de pouvoir profiter du levier bancaire, que ce soit, on l'a vu à titre personnel, donc dans l'immobilier, c'est un exemple que je vous ai donné, il y en a plein d'autres, pléthore, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisque votre société pourrait être susceptible d'emprunter, et d'ailleurs votre société, mais pas que, vos employés demain, ils ont le droit également de pouvoir emprunter, et cela, ça vous demanderait en tout cas de respecter aussi ces nouvelles obligations administratives. Enfin, l'augmentation des revenus pour Dubaï, donc ça, je l'ai également mis d'un point de vue bénéfice, puisque pour beaucoup, vous n'avez pas une offshore, vous n'êtes pas avec une société à Dubaï dans une juridiction dans laquelle vous n'êtes pas résident, vous avez cru en cet émirat, par son développement, par ce qui s'y passe, par cette qualité de vie, par tout, en tout cas, ces bénéfices que vous y avez trouvés. Et on a envie de dire, pour beaucoup, je vais prendre l'exemple de la France. Vous partez de la France, l'idée, c'était pas de vous dire, je ne suis pas content de ne pas payer d'impôts, je suis dérangé de comment ils sont dépensés par l'État. Ça veut dire que j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire, je n'ai pas de problème avec l'idée de payer de l'impôt. Ce qui me dérange en tant qu'entrepreneur, c'est la manière dont cet argent est géré. Et en France, je n'ai pas la sensation d'être en sécurité. Je n'ai pas la sensation que mes enfants obtiennent une éducation à la hauteur de ce que je paye. Le fait que Dubaï puisse aujourd'hui augmenter ses revenus, c'est quelque chose d'intéressant. On y voit une stabilité économique à long terme. Effectivement, Dubaï, l'idée, c'est que ce ne soit pas quelque chose d'éphémère, mais bien un endroit stable sur lequel on peut s'appuyer sur un développement de long terme, y faire des business, pas que en ligne, mais des business sur place. Il y a un marché immobilier qui se développe, et qui se développe avec une très forte croissance encore ces 2 dernières années, qui atteint des chiffres records, là où dans le monde entier, on y voit certains reculs, notamment du fait de l'inflation. Dubaï, c'est un endroit où tout est à faire encore. On parle de Dubaï, mais il y a encore des Émirats voisins, avec des juridictions qui profitent de la même non-imposition sur le revenu, et
avec laquelle on a aussi une imposition qui est tout aussi faible sur les sociétés. Donc, on a un milieu, un genre d'Eldorado. On a entendu ces Français partir à Miami à l'époque, des success stories. Dubaï, c'est un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui. Pour aider Dubaï à construire ce qu'ils font, je trouve intéressant cette idée déjà d'accepter cet impôt de 9%, même si, on l'a vu, ce n'est pas 9%. On va descendre très vite de par cette réduction d'impôts, ces exonérations potentielles, cette exonération, on a vu jusqu'à ces $100 000 euros de bénéfices. Mais toujours est-il, c'est important de se dire que ce revenu supplémentaire pour Dubaï, si on croit dans ce qu'ils font, et en tout cas, quand on voit ce qu'ils font en 50 ans seulement, et comment ils ont cette capacité d'apprendre d'autres, on va dire, juridictions, d'experts ou autres, c'est un jeune État qui est capable d'apprendre très vite de ce qui se passe et qui prend en tout cas des directions qui lui permettent en 50 ans d'être là où il en est. Donc voilà, stabilité économique, c'est les résultats de l'augmentation des revenus pour Dubaï, dont on peut en tout cas faire partie en acceptant le fait que ça nous donne en tout cas un confort de vie exceptionnel. Voilà, je termine ce chapitre et on se retrouve dans quelques instants avec les étapes de conformité. Nous voici dans ce 5e chapitre de cette conférence dédiée à l'arrivée de l'impôt sur les sociétés aux Émirats arabes unis. Alors ce chapitre, nous allons aborder les étapes de conformité pour votre société, c'est-à-dire les obligations de votre société suite à l'introduction de l'impôt sur les sociétés. Alors, nous allons aborder 3 points cruciaux qui concernent toutes les structures professionnelles, commerciales aux Émirats. Donc, que vous soyez en tout cas enregistré en Free Zone ou en Mainland, que vous n'ayez aucun client ou que tous vos clients soient basés à l'extérieur des Émirats arabes unis, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sociétés, dans un premier temps, sont tenues de s'enregistrer à l'impôt sur les sociétés auprès de la FTA, donc de la Federal Tax Authority. Pour ceux qui ont déjà eu du revenu taxable, ont été enregistrés pour récolter la TVA, la VAT de 5% aux Émirats, vous allez devoir également vous enregistrer auprès de la FTA de nouveau pour cet impôt sur les sociétés. Dans un second temps, votre société aujourd'hui est tenue de tenir une comptabilité aux normes IFRS. Donc c'est une norme de standard international spécifique et votre société va devoir tenir des comptes financiers. En 3, votre société, et en tout cas toutes les sociétés, sont tenues de remplir leur déclaration d'impôt sur les sociétés de façon évidente, puisque vous allez vous inscrire aux impôts, vous allez avoir une obligation de déclaration d'impôt également. Vous avez vu lors du premier chapitre votre exercice financier et quand vous allez devoir remplir cette déclaration. Enfin, les sociétés enregistrées en Free Zone doivent faire attester les comptes de leur société par le biais d'un audit qui devra être effectué par un auditeur certifié. Et là, la question se pose, puisque cela ne concerne que les sociétés enregistrées en Free Zone, aurais-je un avantage de faire attester mes comptes ? Oui, je vous le conseille à 100%. En tout cas, pour les membres de MAJ, c'est ce que nous allons faire. Nous avons donc des packs. C'est quelque chose qui est, on va dire, très intéressant, puisque vous allez pouvoir profiter en même temps d'un audit obligatoire en fin d'exercice. Ça ne sera pas forcément obligatoire de le rendre aux autorités. Vous pourrez le garder pour vous, mais il vous servira à très long terme pour construire réellement une stabilité financière, notamment pour utiliser le levier bancaire. J'en ai parlé dans le chapitre précédent. L'idée étant que vous ne pouvez pas, avec votre société, en tout cas, vous servir de votre structure pour que vos sociétés puissent, pour que vos employés puissent emprunter auprès des banques en tant qu'employés, pour que vous puissiez emprunter en tant qu'individu, ou que votre société puisse emprunter si celle-ci n'a pas été auditée. Donc, on a envie de dire que même si ce n'est pas une obligation pour votre société, pour moi, ça l'est, puisque si vous voulez en tout cas profiter de ce levier qui vous permettrait de pouvoir potentiellement, pour certains, utiliser en tout cas le levier bancaire dans l'immobilier. C'est encore une fois un exemple que je cite bateau, puisque beaucoup de personnes
arrivent aux Émirats Arabes Unis et souhaitent, de la même manière qu'ils le faisaient en France, pouvoir utiliser les banques pour investir dans l'immobilier, vous allez être obligé de doter votre société. Voilà. Je vous retrouve dans le prochain chapitre dédié à un service d'accompagnement spécialement conçu pour vous, entrepreneurs, qui a été réfléchi, pensé, créé spécialement par Maj pour vous aider dans cette nouvelle étape et dans cette nouvelle ère taxable. Nous voici dans ce 6e et dernier chapitre de cette conférence dédiée à l'impôt sur les sociétés aux Émirats Arabes Unis et il va se concentrer sur le service d'accompagnement qui a été créé spécialement, en tout cas pour les entrepreneurs, pour les sociétés actuellement enregistrées aux Émirats Arabes Unis. Alors, ce service, sans plus attendre, nous l'avons donc présenté en exclusivité sur maj.ae comptabilité. Vous allez pouvoir dès maintenant, en tout cas, accéder dans la description de cette vidéo à cette page et découvrir les divers services. Dans un premier temps, vous avez donc cette notion de comptabilité en illimité. Pourquoi en illimité ? Parce que de nombreuses sociétés spécialisées dans la gestion comptable proposent des abonnements évolutifs, donc vous attirent avec des prix bas, puis du fait que votre activité augmente, ils vont automatiquement vous augmenter votre tarif mensuel, l'idée étant de vous attirer et de vous fidéliser pour pouvoir après avoir des tarifs assez importants. Avec Maj, ce n'est pas le cas, vous allez avoir un tarif qui restera le même, en illimité, le plus intéressant, c'est-à-dire que on vous garantit également d'avoir les tarifs les plus bas. Ce sont des experts comptables qui travaillent au sein de Maj et qui peuvent vous aujourd'hui vous donner la garantie d'avoir déjà le respect de ces normes IFRS internationales, mais également, on le verra par la suite, de pouvoir être appuyé par le département fiscal pour vous garantir les meilleures performances financières. Donc, dans un premier temps, la comptabilité en illimité. Ensuite, vous avez une gestion intégrale de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Cela comprend l'enregistrement, la gestion et la déclaration obligatoire pour votre TVA, si vous avez du revenu taxable, mais également pour l'impôt sur les sociétés, puisqu'on a parlé des obligations lors du dernier chapitre, cela vous concerne également, et nous allons prendre soin de toutes ces obligations pour vous, en s'assurant qu'elles soient en tout cas faites en temps, en heure, avec les bonnes informations pour que vous n'ayez jamais de problème avec les autorités fiscales locales aux Émirats Arabes Unis. Alors, vous avez également cette partie RH, donc relations humaines, et notamment le fait que vous allez profiter d'un espace dédié à votre société, donc qui sera hébergé en toute sécurité sur les serveurs de Maj, et avec lesquels vous aurez de façon, systématique chaque mois et automatiquement fait par votre équipe, nous allons vous ajouter vos bulletins de paie, que vous soyez seul ou plusieurs employés dans votre société, et vous pourrez donc en profiter, notamment pour pouvoir prouver auprès d'organismes et autres entités juridiques votre salaire. Nous continuons donc avec l'audit. L'audit, on en a parlé, et l'idée va de pouvoir certifier les comptes de votre société par ce qu'on appelle un expert comptable commissaire aux comptes. Et cela est de façon, tacite, compris dans nos offres, puisque, vous l'avez compris, nous avons une vision entrepreneuriale de notre accompagnement. Nous savons l'importance de ces audits. Si c'est pour réduire en tout cas votre coût administratif de façon fictive pour que le jour où vous en ayez besoin, vous vous retrouviez à devoir en tout cas avoir des conditions de dernière minute ou qu'on vous redirige vers des personnes qui profitent un petit peu de vous. Ce n'est pas le cas. Avec Maj, dès le départ, ça va être compris. Vous l'aurez tous les ans pour vous en profiter ou pour pouvoir, si c'est dans vos obligations administratives, pouvoir l'avoir parce que vous devez le communiquer aux autorités. Encaissement optimisé, à partir de là, vous voyez qu'en noir, vous avez des obligations administratives. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter de chacun de l'un de ces services. Et je vous rappelle que dans ces services, vous allez pouvoir sélectionner et, customiser l'offre qui vous convient en fonction de vos besoins. Donc, cette partie noire étant des obligations pour votre société. Et ensuite, vous avez également des services additionnels que vous pouvez ajouter aussi à cette offre.
si cela vous intéresse. Le premier d'entre eux, c'est l'encaissement optimisé. Nous avons créé un outil d'encaissement unique, exclusif à Mage, qui va vous permettre, premièrement, d'optimiser votre comptabilité, de s'assurer de ne faire aucune erreur, notamment sur la question de la VAT. Une grande question aujourd'hui, lorsque vous encaissez un montant auprès d'un prestataire, d'un client ou autre, vous vous retrouvez dans une incompréhension totale de comment mettre cette VAT. Et une fois que vous avez encaissé l'argent, c'est compliqué de dire à quelqu'un j'ai fait une erreur, il y avait la VAT, il n'y a pas la VAT, je suis inscrit, je ne suis pas inscrit. Toutes ces questions-là, en fait, elles vont être déléguées à un autre logiciel qui va être optimisé pour vous et qui va être créé pour répondre exactement aux besoins de votre société. Je vais vous montrer un petit exemple, mais en tout cas, ce que vous allez pouvoir retenir, c'est que vous allez aussi avoir la possibilité de recevoir votre paiement en carte bleue par Stripe, encaisser donc le paiement en espèces, avec le fait que nous allons récupérer les fonds par coursier donc auprès de votre client et nous allons vous les livrer directement à l'endroit que vous souhaitez, à votre bureau, à votre équipe ou à vous, mais également la possibilité d'être payé en crypto-monnaie et d'avoir ce transfert de fonds qui sera fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être en mesure de vous payer sur votre compte bancaire professionnel, donc ça c'est quelque chose d'unique. Vous allez pouvoir accepter votre crypto-monnaie et donc très certainement profiter d'une réelle opportunité d'optimisation pour fluidifier l'encaissement de vos fonds donc auprès de vos prospects et clients et on l'espère que vous puissiez surpasser vos concurrents. Je vous montre un petit exemple et vous allez pouvoir savoir ça vous montre un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir profiter à votre effigie. Donc là, ce serait avec votre propre logo. Quel est le prénom de votre client? Disons Marc. Quel service doit-il vous régler? Imaginons consultation. OK. Quel montant doit-il régler? Ajoutez la devise en ajoutant AED, euros ou USD. Et votre montant est hors taxe. L'ajout de la TVA dépendra de votre client. Donc disons que Marc doit payer 950. Allez, je peux encaisser de l'AED. Voici. Le lien vient d'être créé. Je peux l'envoyer directement à mon client. Imaginons que je suis sur WhatsApp avec lui. J'ai besoin d'encaisser cette somme parce que je viens de faire une consultation pour lui. Et mon client Marc va donc démarrer. Il va pouvoir régler votre société en toute simplicité. Bonjour Marc, nous allons vous accompagner pour effectuer votre paiement. Très bien. Veuillez valider l'intitulé du service consultation. OK. Veuillez valider le montant à régler de 950 dirhams en le réécrivant. Très bien. Préféreriez-vous que Mage émette une facture comme intitulé service professionnel rendu plutôt que consultation? Peut-être qu'il y a une nécessité à ce que l'intitulé en tout cas de votre service ne soit pas visible. En tout cas, non, ce n'est pas la peine. Votre société aux Émirats Arabes Unis est-elle déjà créée? Oui, je paye avec ma société enregistrée à Dubaï. J'ai 5% de VAT puisque facturation intra-zone GCC et ma société est enregistrée pour récolter la TVA. Comment préféreriez-vous payer? Virement, carte de paiement, crypto-monnaie, espèces? Imaginons que je choisisse de payer peut-être par, carte de paiement. Veuillez valider le montant total à régler, donc avec à présent une commission supplémentaire à la charge du client de 3% pour passer par mon processeur de paiement par carte bleue pour que je ne sois pas moi-même, en tout cas, à payer ces frais-là. Et également, potentiellement, le fait que sa société doive payer 5% supplémentaire de VAT puisque le prix était hors taxe. Donc là, je valide le montant en dirhams. Quelles sont les informations de société? Voilà. maxime@mage.e et Mage. Quelle est l'adresse de votre société? À Dubaï. C'est OK. Votre société est-elle enregistrée à la VAT? Oui ou non? Si oui, je vous laisse y ajouter le numéro de votre VAT. OK. Vous devez retaper le montant et effectuer votre règlement de 1047 à la prochaine étape. D'accord? Donc 1047,38.
Et là, je vais être automatiquement redirigé vers Stripe, qui va pouvoir encaisser le paiement en dirhams. Et donc, j'ai plus qu'à effectuer mon paiement. Et voici. Alors là où c'est important, c'est de noter que à cette étape, tout est, on va dire, monitoré derrière par notre équipe d'experts comptables. Nous avons connaissance des paiements à venir, par quel canal. Nous allons pouvoir faire en sorte d'optimiser votre comptabilité derrière et donc vous éviter ce que font la majorité des cabinets comptables. Ils vous mettent face à un logiciel, vous allez vous-même faire des factures. Donc on se demande pourquoi vous payez un cabinet comptable. Vous allez vous-même faire des factures, vous prenez le risque de vous tromper à chaque fois en récoltant les informations des clients, en récoltant cette VAT ou pas. Et donc là, ce que l'on vous propose, quand on parle d'encaissement optimisé, c'est bien un outil qui vous permet d'optimiser toute votre comptabilité, fluidifier vos paiements, encaissement supplémentaire de crypto ou autre, et ça peut augmenter votre chiffre d'affaires. Une personne qui n'était peut-être pas partante à partir avec vous, mais finalement vous encaissez vous en crypto, elle peut se dire que finalement elle a tout intérêt à travailler avec votre cabinet plutôt qu'un autre. En tout cas, voilà ce que je vous propose par ce service. Il y a certainement d'autres aspects que je ne vais pas aborder parce que l'idée étant de optimiser cette vidéo pour aborder, on va dire de façon succincte, chaque aspect rapidement. Mais vous comprenez tout l'intérêt en tout cas de ce service supplémentaire. Relation bancaire privilégiée, service VIP, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, chez Mage, nous avons la chance d'avoir un banquier qui a 15 ans d'expérience aux Émirats Arabes Unis, qui aujourd'hui facilite cette relation, vous offre la possibilité d'avoir bien plus qu'un banquier, en tout cas qu'un conseiller bancaire, qu'un vendeur bancaire, j'ai envie de dire, avec lequel vous traitez aujourd'hui. Lorsque vous allez dans une banque, vous vous retrouvez face à une personne qui voit ses intérêts personnels et ceux de la banque. C'est-à-dire, il a sûrement des commissions, il va essayer de vous vendre des produits. Vous l'avez sûrement d'ailleurs constaté lorsque vous avez souhaité ouvrir un compte bancaire professionnel. Cette personne, elle a voulu avoir des déposits, elle a essayé de vous vendre peut-être des assurances. Voilà, l'idée, c'est de retrouver une relation saine, non intéressée par le fait d'avoir une relation bancaire dite privilégiée. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez avoir notre chef de département sur WhatsApp avec vous, accessible pour répondre à vos questions à tout moment et vous aider. Donc, quelle que soit la banque dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, UNBD, Ragbank, CBD, Commercial Bank of Dubai, Mashrek, peu importe quelle banque, de par nos relations, de par ses connaissances, il va pouvoir vous apporter un regard qui ne sera pas un regard de quelqu'un qui va protéger ses intérêts, mais bien quelqu'un qui va agir comme un ami banquier. C'est comme si vous aviez la chance de connaître cette personne-là et que vous puissiez lui demander à tout moment de la semaine et du soir même, qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai une problématique, j'ai besoin de transférer de tel pays à Dubaï, à ceci, à cela. J'ai besoin de savoir telle est la limite, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai besoin de faire un crédit personnel, quelle est la limite de ça ? Quelle banque va me fournir le meilleur taux ? Toutes ces questions-là du quotidien, vous allez profiter d'une relation, encore une fois, dont personne peut se vanter à bord aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Nous l'avons avec Mage, c'est également pour ça que Mage aujourd'hui compte 500 sociétés enregistrées, c'est parce que nous avons été à même de pouvoir avoir cet atout supplémentaire, mais pas que. En tout cas, ça en fait partie et on vous propose, si vous n'êtes pas déjà membre de Mage, d'en profiter. C'est une occasion pour vous de rejoindre notre structure, de profiter de certaines choses dont vous n'aurez jamais pu profiter sans avoir créé votre société avec nous. Je continue avec l'assistance administrative illimitée. Qu'est-ce que c'est ? Pour certains d'entre vous, vous avez créé votre société sans Mage, vous ne connaissiez pas peut-être notre structure, vous aviez peut-être été mal recommandé également, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous finissez quand même chez nous quelques temps après, pour notamment ouvrir votre compte bancaire professionnel. Mais toujours est-il, on vous donne l'occasion aujourd'hui de laisser la société avec laquelle vous avez pu créer votre société à Dubaï pour rejoindre Mage et surtout l'équipe de professionnels dont nous sommes aujourd'hui, dont nous pouvons en tout cas vous mettre à disposition et vous offrir en tout cas cette assistance toute la semaine en illimité pour traiter avec les autorités locales, avec l'immigration, s'assurer du bon renouvellement de nos sociétés sans avoir de surfacturation, mais en vous fournissant la facture du gouvernement avec le montant qui vous permet de savoir exactement ce pourquoi vous payez. Donc,
on peut vous aider de façon illimitée, en anglais, en arabe. Ça vous permet de vous concentrer sur le développement de votre business et c'est ce qu'on vous propose avec cette assistance administrative illimitée. Je continue avec le Maj Business Club. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous n'êtes pas encore au sein du Maj Business Club puisque nous limitions en tout cas son accès aux membres de Maj qui ont donc créé leur société avec Maj et on vous donne l'occasion, en tout cas, c'est une occasion unique pour vous de rejoindre notre club d'affaires puisqu'en rejoignant Maj pour la gestion de votre administration de société, notamment par votre comptabilité aujourd'hui, eh bien, vous profitez de cet accès au sein du club. Donc, le club aujourd'hui, eh bien, je vous laisse peut-être découvrir qu'est-ce que c'est ce club. Vous allez sur YouTube. Nous avons une conférence en cherchant donc Maj Agency. Vous allez trouver une des conférences où on a pris soin de la poster pour vous faire découvrir un petit peu ce que nous offrons, c'est-à-dire ce moment d'échange avec des intervenants de qualité, des personnes qui sont expertes, membres du club. Ça pourrait être vous demain qui, en fait, en tant qu'expert, par exemple, dans un domaine spécifique, vous êtes, par exemple, spécialiste dans la crypto-monnaie, dans le trading, eh bien, vous pouvez prendre parole sur scène, échanger vos compétences. Et c'est le principe de ce club, un club d'entraide privé, francophone, avec énormément de personnes, j'ai envie de dire, de renom, puisque je vous laisse aller voir qui fait partie de notre club et qui aujourd'hui a sa société avec Maj et nous fait confiance. Je continue avec l'optimisation fiscale. On entre dans une ère fiscale taxable, vous l'avez compris. L'idée, c'est de pouvoir tout faire pour abaisser cette masse taxable tout en respectant les lois et les réglementations en vigueur. Maj ne s'improvise pas dans le secteur. Vous l'avez compris, on a été même sélectionné par diverses institutions locales. J'ai noté IFSA, vous avez pu le découvrir en tout cas dans ce deuxième chapitre de cette conférence. Et donc, on vous propose en tout cas de prendre soin de votre société, de s'assurer en tout cas de cette partie-là, en plus de la gestion de votre comptabilité pour s'assurer d'optimiser en tout cas vos performances financières. Donc, c'est quelque chose que on vous propose et avec lesquels on vous garantit d'avoir une satisfaction à 200%, puisque c'est notre cœur de métier et c'est aussi, j'ai envie de dire, une passion au-delà dans notre cabinet. Aujourd'hui, on a fait d'entrée d'optimisation fiscale avec les dernières années, on va dire une spécialité. Voilà, ce fut un plaisir de vous retrouver dans cette conférence qui touche à sa fin. Elle a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais je pense que c'était nécessaire de s'accorder ce temps, puisque on parle bien de la vie de votre société, mais aussi du développement des Émirats Arabes Unis. Pour rappel, cette conférence va être divisée en 6 chapitres distincts qui vont être postés chacun de façon, on va dire, de façon dissociée sur YouTube. Et je vous invite à regarder dans la description de cette conférence, puisque vous allez avoir des liens très importants, notamment pour calculer le montant de votre taxe et accéder à des schémas d'optimisation par Maj, mais également, et suite à cette vidéo du 6e chapitre, de pouvoir aller calculer le coût de votre accompagnement. Nous avons d'ailleurs des offres de lancement en ce moment même. Je vous parle, on est au mois de juillet. Ne perdez pas de temps. C'est quelque chose que l'on fait parce que tout simplement, la taxe vient d'arriver. C'est une occasion également pour nous, vous l'avez compris, de rapatrier beaucoup de gens qui n'avaient pas créé leur société avec Maj au sein de Maj. À ce titre, j'ai donné en tout cas la directive de faire une offre spécifique pour ces personnes-là. On ne le fera pas ultérieurement. C'est surtout qu'on n'a pas pour ambition non plus d'avoir des tarifs cassés. On donne des choses aujourd'hui. On a une qualité de service chez Maj qui est inégalable et il faut que ça soit payé. Donc, il faut jouer le jeu. Moi, aujourd'hui, je vous donne cette possibilité de nous rejoindre avec un prix, on va dire, plus que préférentiel. Et je vous invite en tout cas à aller calculer ce prix qui sera déterminé par rapport à votre propre société, à ses besoins. Il n'y a pas de pack, vous n'allez pas payer parce que j'ai déterminé que c'était ce prix-là, mais c'est bien par rapport à votre structure, par rapport à ses besoins uniques et par rapport également à votre vision du futur de cette société. Donc, ce fut un plaisir pour moi de pouvoir vous transmettre ces compétences, peut-être ces éclaircissements après cette arrivée de cette taxe sur l'impôt sur les sociétés aux Émirats. J'espère vous accueillir pour certains au sein de Maj si ce n'est pas déjà le cas. Pour ceux qui le sont, je vous dis à très vite en consultation privée et au plaisir de se retrouver dès septembre au sein du Maj Business Club
pour passer de nombreux agréables moments tous ensemble. Passez une belle journée, soirée, matinée. Je ne sais pas dans quel moment vous vous retrouvez et au plaisir de vous retrouver très vite.